Nous sommes à Gary, dans l'Indiana, une ville aux États-Unis. LaToya Ammons, une jeune femme d'une trentaine d'années, emménage dans une petite maison située sur Carolina Street, avec sa mère Rosa Campbell et ses 3 enfants. LaToya sort de la voiture, les bras chargés de cartons. Ses enfants courent déjà vers la porte. La maison semble normale et le quartier est calme. On est quelques semaines après l'emménagement en pleine matinée. Rosa, la mère de LaToya, ouvre la porte d'entrée et s'arrête net. Sous le porche, il y a plein de mouches noires et pourtant on est en plein hiver. Très agacée, elle tente de les faire partir, mais elles reviennent aussitôt, comme si quelque chose les attirait, quelque chose que personne ne voit. Après ça, au fil du temps, des événements de plus en plus effrayants vont commencer à se produire. Un jour, Rosa et sa fille entendent des bruits venant de la cave. Elles vont voir ce qui se passe et se rendent compte que ce sont des bruits de pas lents et réguliers. Inquiète, Rosa descend une marche, puis reste immobile. Le son continue, juste devant elle, comme si quelqu'un marchait dans l'obscurité. Pourtant, elle ne voit personne. Bientôt, dans le couloir, des empreintes humides apparaissent sur le sol. LaToya va chercher une serpillière et nettoie, mais bizarrement, elles réapparaissent quelques minutes plus tard. L'inquiétude l'envahit petit à petit, et elle pense qu'il y a peut-être quelque chose de malsain dans la maison. Les jours passent, et le comportement des enfants devient étrange et de plus en plus agressif. Le plus jeune hurle sans raison, l'aîné parle avec une voix grave qui ne lui ressemble pas. La fille se réveille en pleine nuit, les yeux fixés sur un coin sombre de la pièce, comme si quelqu'un était là. Un soir, le plus jeune est projeté en arrière violemment. On aurait dit qu'une force invisible le tirait. Rosa est terrifiée et se met à hurler. LaToya se précipite vers lui, complètement terrifiée elle aussi. Elles ne comprennent pas ce qui s'est passé, personne n'a touché l'enfant. Un jour, à l'hôpital, une scène impossible se produit. L'un des garçons grimpe au mur, ses pieds adhèrent comme s'il défiait la gravité. L'infirmière est sous le choc et le médecin est tout aussi terrifié, incapable de comprendre ce qu'il voit. LaToya et Rosa pensaient que la maison était hantée, mais jusque-là, elles n'avaient jamais vraiment eu peur. Dans la nuit du 10 mars 2012, vers 2h du matin, alors que la famille veillait à un proche décédé, la fille de LaToya, âgée de 12 ans, devint soudain paralysée. Elle sentit quelque chose lui serrer la gorge et elle se mit à pleurer. LaToya l'emmena dans une autre chambre pour la calmer, mais à peine l'enfant fut-elle posée sur le lit qu'elle se mit à léviter avant d'être projetée au sol. LaToya n'avait jamais été aussi terrifiée de sa vie. Quelques heures plus tard, le plus jeune des garçons fut lui aussi victime d'un phénomène violent. Quelque chose le jeta hors de la salle de bain, puis son ventre se mit à bouger de façon étrange. Il fut tiré par les jambes avant de se soulever dans les airs et d'être projeté contre le réfrigérateur. Rosa assista à toute la scène, impuissante. Durant ce week-end, les invités remarquèrent que les enfants avaient changé. Ils étaient agressifs, parlaient bizarrement et semblaient méconnaissables. Plus tard, certains visiteurs affirmèrent avoir été suivis par une présence après leur passage dans la maison, et aucun ne voulut y retourner. Ne sachant plus quoi penser, LaToya appela un ami médium à New York. Après avoir entendu son récit, il lui affirma que la maison était infestée de démons et lui conseilla de partir immédiatement. Elle n'avait nulle part où aller. Rosa décida alors de prévenir sa mère, Ruth, qui avait quelques connaissances en magie. Elle eut du mal à la joindre, comme si la ligne était perturbée. Quand Ruth arriva enfin à la maison, elle sentit une atmosphère lourde et oppressante, surtout dans la cave. Selon elle, un démon possédait la fille de LaToya et attaquait les autres à travers elle. Elle recommanda de tracer des croix d'huile sur les portes et fenêtres et de créer un petit autel au sous-sol. LaToya suivit ses conseils. Elle installa une table recouverte d'un drap blanc, une bougie, une relique religieuse et une Bible ouverte. Avec l'aide de son filleul, elle fit brûler de la sauge et du soufre dans toute la maison, puis son filleul lut à voix haute le psaume 91 en marchant dans les pièces. Un soir, une bouteille se mit à léviter devant LaToya, Rosa et les enfants, puis fila vers une chambre où un grand fracas retentit. En entrant, LaToya aperçut une grande silhouette sombre sortir du placard. Terrifiées, elles quittèrent la maison et se réfugièrent à l'hôtel. Les jours suivants, l'état des enfants empira. Le 19 avril 2012, chez le médecin, les 2 garçons commencèrent à proférer des insultes. Le plus jeune fut projeté contre un mur et perdit connaissance. Les secours l'emmenèrent avec son frère à l'hôpital de Gary. Là-bas, l'aîné se calma, mais le plus jeune devint incontrôlable. Une enquête des services de protection de l'enfance fut ouverte, et les médecins confirmèrent que LaToya était saine d'esprit. Pourtant, les phénomènes continuaient. Devant la psychologue, le plus jeune tenta d'étrangler son frère et lui dit d'une voix étrange « Il est temps de mourir ». Au même moment, l'aîné donna un coup de tête à sa grand-mère.
Elle lui attrapa les mains et se mit à prier. C'est alors que se produisit l'événement le plus marquant. Selon Madame Washington et l'infirmière Walker, le garçon de 9 ans afficha un sourire inquiétant, marcha en arrière sur le mur jusqu'au plafond, puis sauta par-dessus sa grand-mère sans lâcher ses mains. Paniqués, la psychologue et l'infirmière allèrent chercher un agent de sécurité. Ne trouvant personne, elles rapportèrent la scène au docteur Richardson, qui refusa d'y croire et demanda au garçon de recommencer. L'enfant répondit qu'il ne se souvenait de rien. La psychologue affirma qu'il n'était pas lui-même. La police fut appelée mais resta sceptique. Un agent demanda s'il avait simplement couru sur le mur. Madame Washington expliqua qu'il avait glissé en arrière sur le sol avant de monter au plafond. L'infirmière ajouta « Il a marché sur le mur et s'est tenu debout. C'est impossible à refaire. » Le 20 avril 2012, le père Maginot fut contacté pour un possible cas de possession. Sceptique au début, il changea d'avis après avoir entendu plusieurs témoins raconter la même chose. Le 22 avril, il visita la maison. La lumière de la salle de bain clignota, les cordons des stores bougèrent seuls et des traces humides apparurent dans la chambre de la Toya. Avant de partir, il vit des empreintes de pas se former et avancer vers elle. Convaincu qu'une présence malveillante tourmentait la famille, il bénit la maison et leur conseilla de partir. Elles se réfugièrent chez un proche. Le lendemain, Rosa l'informa qu'elle cherchait un nouveau logement et que la Toya était malade. Quelques jours plus tard, pour l'enquête, la Toya et Rosa durent retourner dans la maison avec une agence du service de protection de l'enfance et plusieurs policiers. À cause de leur absence répétée à l'école, les services sociaux éloignent temporairement les 3 enfants de la Toya Ammons. Les 2 aînés sont placés dans un centre à Chicago, le plus jeune dans un autre établissement. Aucun trouble mental n'est trouvé chez eux ni chez leur mère. Le 7 mai, le père Maginot bénit le nouvel appartement de la famille. Pendant ce temps, les policiers enquêtent sur l'ancienne maison. Aucune violence connue, seulement une vieille rumeur d'un enfant mort dans les années 30 et d'une mère liée à l'occulte. Le 10 mai, la Toya, sa mère, des policiers, le prêtre et une agente retournent dans la maison. Dans la cave, ils trouvent une substance huileuse. En creusant, un policier découvre quelques objets sans importance. Le prêtre répand du sel béni. Peu après, l'agente Samantha ressent un engourdissement au doigt et la Toya sort aussi, prise d'un fort mal de tête. La famille finit par quitter définitivement les lieux. Nous sommes en février 1958 à Seaford, une banlieue de Long Island, chez la famille Herman. Les Herman vivaient tranquillement dans une petite maison des années 1950, simple et sans rien de spécial. 3 chambres, un salon, un sous-sol où les enfants jouaient. Le quartier était calme, un endroit où rien d'étrange n'était censé arriver. Le 3 février, tout semblait normal. Lucille Herman, infirmière, attendait ses 2 enfants, Lucille 13 ans, James 12 ans, pour préparer le dîner. Une journée ordinaire jusqu'à ce que tout bascule. Dès que les enfants sont entrés dans la cuisine, la maison a été plongée dans le chaos. Dans plusieurs pièces, des bouteilles remplies de liquide se sont mises à sauter et à s'agiter toutes seules. Plus tard, ils ont retrouvé une bouteille d'eau de Javel ouverte au sous-sol, une bouteille d'amidon dans la cuisine, du shampoing et des médicaments ouverts dans la salle de bain, et même une bouteille d'eau bénite renversée dans la chambre des parents. Toutes ces bouteilles avaient pourtant des bouchons à vis. Impossible de s'ouvrir toute seule. Inquiète, Madame Herman appela son mari, qui travaillait à New York. Il trouva l'histoire bizarre, mais comme personne n'était blessé, il décida de rentrer à l'heure habituelle. Dans le train, il essayait de se convaincre que les bouteilles avaient dû réagir à cause d'un produit ou de l'humidité, mais en voyant les bouchons à vis, il comprit que ça n'avait aucun sens. Comme plus rien ne se produisit pendant 2 jours, la famille tenta d'oublier l'incident. Mais le jeudi, à l'heure où les enfants rentraient de l'école, plusieurs bouteilles explosèrent à nouveau. Le vendredi soir, même chose. Le père commença alors à soupçonner son fils, passionné de science. Il pensa que Jimmy avait peut-être piégé les bouteilles pour faire peur à tout le monde. Il le surveilla tout le week-end, prêt à le surprendre. Pourtant, le dimanche matin, alors que Jimmy se brossait les dents, plusieurs bouteilles se mirent à s'ouvrir toutes seules sous les yeux du père. Une glissa même sur le lavabo et tomba. Herman fouilla la salle de bain à la recherche d'un trucage, mais ne trouva rien. Il dut admettre que quelque chose d'inexpliqué se passait. Ne sachant plus quoi faire, il appela la police.
Au début, le lieutenant pensa qu'il plaisantait, mais la sincérité d'Hermann le convainquit d'envoyer quelqu'un. L'agent Hugues arriva sceptique, jusqu'à ce que les bouteilles s'ouvrent devant lui et projettent leur contenu. Il comprit que la famille avait vraiment besoin d'aide. C'est l'inspecteur Tosi qui prit en main l'enquête. Il pensait d'abord à un phénomène naturel, à une illusion ou à quelqu'un qui manipulait les bouteilles, mais il n'avait encore rien vu. Nous sommes le 11 février. L'inspecteur commença à surveiller la maison. Le soir même, un vaporisateur de parfum se renversa tout seul dans la chambre de la fille alors que personne n'y était. Les jours suivants, les phénomènes se concentrèrent autour de la bouteille d'eau bénite des parents. Le bouchon sautait régulièrement, et un jour, M. Hermann la trouva même chaude après l'avoir ramassée. Le 15 février, les choses prirent une tournure encore plus étrange. Alors que les enfants regardaient la télévision avec leur cousine Marie, une figurine en porcelaine se mit à trembler, puis fut projetée en l'air avant de retomber au sol sans se casser. À bout d'idées, les Hermann firent appel au père MacLeod de leur église. Il bénit toute la maison, mais Popper, comme on appelait désormais le poltergeist, resta bien présent. En 2 semaines, l'affaire fit le tour des médias, journaux, radio, télévision, et même les magazines Time et Life. La maison fut rapidement envahie de journalistes, de caméras et de curieux. Pour la famille déjà stressée par les phénomènes, cette attention constante était presque plus difficile à supporter que les objets qui bougeaient tout seuls. Chaque jour, les Hermann recevaient des lettres et des appels. Certains proposaient des explications logiques, d'autres affirmaient qu'un vieux chef indien hantait la maison, ou même que les Russes creusaient des tunnels sous Long Island. Malgré tout, la famille restait polie et écoutait tout le monde, même ceux qui hurlaient « Repentez-vous » au téléphone en pleine nuit. Mais certaines visites étaient plus difficiles à supporter. Des lettres mal écrites les accusaient d'être punis pour leurs péchés. Des ministres douteux faisaient des rituels sur leur pelouse. Un homme en costume bleu s'agenouilla dans leur jardin, pria 10 minutes puis déclara « C'est bon, vous êtes pardonnés » et il repartit. Popper lui resta. Heureusement, tout le monde n'était pas aussi farfelu. Un physicien du laboratoire de Brookhaven, Robert Sider, vint avec des baguettes de sourcier. Après avoir inspecté le terrain, il affirma qu'il y avait sûrement des cours d'eau souterrains créant un champ magnétique anormal. Le détective étudia cette idée, mais une analyse géologique montra qu'elle était fausse. Le dossier de l'inspecteur ne cessait de grossir. Il notait tout, observations, recherches, témoignages. Un jour, alors qu'il descendait au sous-sol avec Jimmy, une lourde statue de cheval en bronze, près de 45 kilos, traversa la pièce et lui heurta les jambes. Jimmy était loin et personne d'autre n'était là. L'inspecteur n'avait aucune explication, il avait pourtant tout vérifié. L'armée de l'air confirma que les avions supersoniques n'étaient pas responsables. La compagnie d'électricité installa un oscilloscope, aucune vibration. Les inspecteurs du bâtiment déclarèrent la maison parfaitement solide. Les pompiers vérifièrent même un vieux puits. Le niveau d'eau n'avait pas bougé depuis 5 ans. Malgré tous ces tests, l'inspecteur ne trouvait rien. Il restait pourtant déterminé. Un jour, il reçut une lettre d'Hélène Connolly, du Massachusetts. Elle racontait que chez elle, des meubles bougeaient à cause d'un fort courant d'air venant de la cheminée. Une fois la cheminée équipée d'une turbine métallique, tout s'était arrêté. Espérant enfin une solution, M. Hermann fit installer la même turbine sur sa cheminée, mais la chance n'était pas du côté des Hermann. À peine la turbine installée, une figurine en porcelaine fut projetée à plus de 4 mètres et s'écrasa contre un bureau. La scène passa en direct à la télévision dans toute la région de New York. Le 20 février, les phénomènes devinrent encore plus violents. Une autre figurine vola, un flacon d'encre explosa contre un mur et un sucrier tomba de la table sous les yeux de l'inspecteur Tosi. La famille épuisée alla dormir chez un proche. L'inspecteur resta seul dans la maison, mais la nuit fut calme. Le lendemain, dès leur retour, le sucrier tomba à nouveau et se brisa. Le 24 février, un bruit sourd alerta l'inspecteur. La grande bibliothèque de Jimmy était tombée alors que personne n'était dans la chambre. La nuit suivante, les choses s'emballèrent. Le tourne-disque de Jimmy se souleva et traversa la pièce. Une statuette de la Vierge Marie vola sur plusieurs mètres et heurta un miroir. Une bibliothèque pleine d'encyclopédies fut renversée. Un lourd centre de table en verre s'envola et se planta dans une armoire. Et désormais, Popper frappait aussi au mur, comme pour attirer l'attention. L'inspecteur commença à s'inquiéter. Jusqu'ici, Popper se contentait de faire sauter des bouchons. Maintenant, les objets volaient, se brisaient et devenaient dangereux. Il avait exploré toutes les pistes possibles, sans trouver la moindre explication. Il n'était pas prêt à dire que la maison était hantée, mais il n'avait plus aucune idée.
C'est à ce moment-là que le laboratoire de parapsychologie de l'université Duck s'intéressa à l'affaire. Le docteur J.B. Rhine et son équipe étudiaient la psychokinèse, la capacité supposée de certaines personnes à influencer des objets sans les toucher. Le 26 février, son assistant, le docteur Pratt, arriva chez les Herman. Selon lui, quelqu'un dans la maison provoquait ces phénomènes sans en avoir conscience. D'autres chercheurs, au contraire, pensaient qu'il s'agissait d'un véritable poltergeist, un esprit perturbateur, et ils notaient que Popper semblait viser surtout les objets religieux, comme l'eau bénite ou la statuette de la Vierge. Les chercheurs pensaient qu'un adolescent pouvait parfois provoquer, sans le vouloir, des phénomènes de poltergeist grâce à la psychokinèse. Chez les Herman, Jimmy était présent dans plus de 75% des incidents. Pourtant, le détective Tozy l'avait totalement innocenté. Comme les autres visiteurs, le docteur Pratt fut très bien accueilli. Il expliqua qu'il venait seulement observer. Il passa son temps avec Jimmy, discuter, jouer aux cartes, l'aider pour ses devoirs. Rien d'étrange ne se produisit pendant sa visite. Popper resta silencieux. Pratt fit alors venir un collègue, William Roll. Ensemble, ils interrogèrent la famille et furent convaincus qu'il ne s'agissait pas d'un canular. Ils étaient bien trop bouleversés, déclara Pratt à la presse. Le calme dura plusieurs jours. Puis le 2 mars, exactement un mois après le début des phénomènes, Popper réapparut. Toute la famille était là pour le voir. Une assiette tomba d'un placard et se brisa. Puis une table de chevet se renversa dans la chambre de Jimmy. 2 jours plus tard, un bol de fleurs sauta de la table et une bibliothèque se renversa dans la cave. La dernière manifestation eut lieu le 10 mars. Madame Herman et les enfants se préparaient à aller dormir quand un grand bruit retentit à la cave. Pratt et Roll y descendirent et trouvèrent une bouteille de javel dont le bouchon s'était mystérieusement ouvert. Ce fut le dernier acte de Popper. Entre le 3 février et le 10 mars, on avait recensé 67 phénomènes. La maison avait été visitée par des policiers, des inspecteurs, des électriciens, des pompiers, des parapsychologues et une foule de curieux. Personne n'avait trouvé d'explication. Des semaines plus tard, les experts continuaient d'émettre des théories. En août 1958, même les scientifiques de Duck avouaient ne rien comprendre. Les Herman, eux, voulaient juste retrouver une vie normale. James Herman déclara qu'il ne cherchait plus à comprendre. Il était simplement soulagé que tout soit terminé. Madame Herman résuma la situation ainsi. « Je ne pense pas qu'il y ait une explication, c'était inexplicable, mais il y avait bel et bien une force physique. »